Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans votre club de 20 minutes. Installez-vous confortablement en compagnie de notre bande de clubistes. Ils sont historiens, journalistes, essayistes, dessinatrices et vont défricher l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, une Europe vieillissante, submergée par l'immigration et dont la civilisation est vouée à disparaître. Le diagnostic est signé du docteur Donald Trump. Europe has to be very careful. We want to keep Europe Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. They're going in some very bad directions. Alors pourquoi le président américain nous déteste-t-il à ce point, nous, Européens, et comment cette hostilité des États-Unis peut-elle se traduire? On en débattra. Puis on ira naviguer avec un grand marin, Loïc Perron, une star de la voile qui a écumé toutes les mers du monde, le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Transat anglaise. Il a tout fait et presque tout gagné. Il a surtout envie de tout nous raconter. Et en fin d'émission, nous retrouverons le toujours étonnant David Castello-Lopez. Salut David. Salut Renaud. Il y a quoi au menu ce soir? Des protéines en grande quantité. Vous me faites rêver. À tout à l'heure David. Voilà donc le programme du Club de 20 minutes. C'est parti. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Bienvenue Natacha. Et Frédéric Seiss, bien sûr. Bonsoir Salut Renaud. Fred. Bienvenue à tous les deux les amis. Et voici nos clubistes de ce soir. Bonsoir Blanche Leridon. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Blanche Leridon, je rappelle que vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bienvenue à vous. À vos côtés Pierre Jacquemin. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bienvenue directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Politis. Non. Encore Pascal Blanchard. Ça alors, si je m'attendais. Historien, toujours historien, Pascal Blanchard. Soyez bienvenue. Je rappelle un de vos 7248 ouvrages, toujours en vente. François Mitterrand, le dernier empereur de la colonisation de la France-Afrique, que vous avez dirigé avec Nicolas Bancel. Et c'est aux éditions Philippe Ray. Bienvenue à tous les trois. Et au pupitre, c'est Marie Morel. Salut Marie. Salut, ça va? Toujours dessinatrice? Bah oui. Ça tombe bien. Bienvenue à vous, Marie. Ravi de vous accueillir. Tout de suite, on va commencer avec la première actualité. Frédéric, c'est le vote du budget de la Sécu à l'Assemblée, fruit d'un compromis parlementaire inédit. Oui, on disait pourtant la France inapte à cette culture du compromis. Le budget de la sécurité sociale a été voté cette semaine avec 13 voix d'écart, un succès pour Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui a obtenu l'adhésion des socialistes, notamment grâce à la suspension de la réforme des retraites. Le patron du PS, Olivier Faure, salue une victoire. Cette victoire, elle est d'abord celle du Parlement lui-même, qui a su trouver, avec celles et ceux qui sont prêts à rechercher les voies du compromis, de la négociation. C'est exigeant, c'est difficile. Ça a été dit avant moi, ce budget n'est le budget de personne, au fond. Alors, cette Assemblée nationale sans majorité claire est-elle en train de changer de pratique? Ou bien, Pascal Blanchard, est-ce le règne des magouilles et de la compromission, comme le disent à la fois LFI et le Rassemblement national? D'abord, c'est logique que les filles à l'Assemblée nationale disent ça, puisque par définition, pour eux, tout compromis ne peut être que des magouilles, puisque leur rêve, c'est qu'il n'y ait pas de compromis, qu'ils soient les seuls pour pouvoir sauver la nation. Moi, je ne suis pas du tout critique, comme beaucoup, sur ce qui vient de se passer. Dans notre pays, c'est nouveau, les compromis, on n'a pas l'habitude, les négociations et les discussions entre partis politiques, on ne sait pas faire, il n'y a pas de majorité. Donc quand il n'y a pas de majorité, regardons ce qu'ont fait d'autres pays européens, je prends l'exemple de l'Allemagne, et plein d'autres pays, 2, 3, 4 partis. Ok, bien sûr qu'il y a des discussions d'arrière-cour, mais c'est logique, puisque vous n'êtes pas dans ce que vous voulez proposer, vous êtes dans la notion de compromis, il faut prendre un peu chez soi, un peu chez les autres. Arrêtons de critiquer alors que cette méthode qui pour la première fois se met en place, moi je trouve qu'elle a des vertus. Elle a au moins des vertus, c'est qu'on apprend à discuter, qu'on apprend, certes personne n'est satisfait, c'est le principe du compromis, chacun d'entre nous le vit dans sa vie personnelle, et je trouve que pour une fois, que les Français soient capables, avec leurs hommes et leurs femmes politiques, d'arriver à trouver un compromis sur un budget, je trouve ça exemplaire. Ça sentait le vécu dans du personnel, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Frédéric. Pierre Jacquemin, en même temps, ce compromis, il n'est pas seulement bâti sur la bonne volonté, mais aussi sur la peur d'une dissolution. C'est aussi ce qui a animé les socialistes et, dans une certaine mesure, la droite. Il y a probablement un fond d'arrière-pensée politique. Effectivement, il y avait la possibilité d'une dissolution s'il n'y avait pas d'accord. On n'est que dans le cadre du PLFSS pour l'instant. On verra ce que va donner le budget de la sécurité sociale. Exactement. On va voir ce que va donner le budget de l'État dans quelques jours et dans quelques semaines si on arrive à obtenir un budget à la fin des fins. Mais moi, je trouve que ce qui est problématique, c'est qu'on a le sentiment qu'on se réjouit du fait que personne n'est content de ce budget. Et que si personne n'est content de ce budget, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir, en tout cas, d'amélioration franche pour le quotidien des Français. Et je veux dire, il n'est pas à la hauteur des aspirations des Français, ce budget. Et je trouve que finalement, on se réjouit d'une méthode à peu près nouvelle, mais moi, je trouve qu'il y a là la forme... C'est faute de majorité.
comme il n'y a pas de majorité, personne ne peut être. Ce que je veux dire, c'est tout seul. qu'on a l'impression que c'est nouveau, mais j'ai l'impression qu'il y a la forme d'une contractualisation de ce qui a toujours été le cas. C'est-à-dire que les Français, vous les écoutez, on vous dit toujours un gouvernement de droite, un gouvernement de gauche, et on l'a vu avec le quinquennat de François Hollande comparé à d'autres gouvernements par le passé. C'est toujours à peu près les mêmes politiques du pareil au même. Donc il y a une forme de contractualisation de ce pareil au même, je trouve. C'est-à-dire qu'on met dans le même panier la gauche, la droite et le centre, et les Français se disent, bon, de toute façon, ils sont d'accord pour la même chose. Et c'est vrai, vous l'avez dit dans votre introduction, ça donne le sentiment que les seules alternatives possibles, en tout cas à l'avenir, d'ici à l'échéance de l'élection présidentielle et peut-être même avant pour les municipales, parce que ça va être compliqué pour la gauche d'assumer d'avoir été en soutien à la politique du gouvernement, c'est les deux seules alternatives qui apparaissent. C'est l'extrême droite d'un côté et sans doute la France insoumise de l'autre. Mais justement, Blanche Léridon, là on vient de voir qu'on a un compromis, le plus gros reste à venir, le budget de l'État. Est-ce que c'est une exception ce qui vient de se passer ? Est-ce qu'on peut espérer avoir un budget d'ici le 31 décembre comme le souhaite le Cornu ? Alors ça fait 1 an et demi que collectivement on déplore la déliquescence de nos vies politiques et parlementaires. Donc comme Pascal Blanchard, moi je fais plutôt partie de ceux qui non pas se réjouissent, mais en tout cas veulent insister sur ce petit progrès, cette inflexion dans l'habitus parlementaire de notre pays, puisque oui, la promesse de faire adopter un budget, en l'occurrence celui de la sécurité sociale, sans avoir recours au 49.3 a été tenue. Vous l'avez mentionné, ce sera infiniment plus compliqué pour le budget de l'État, puisque je le rappelle, ce budget en première lecture sur sa partie recette a été adopté à une voix, enfin en tout cas refusé, pardon, n'a obtenu qu'une voix. Il y a un seul député qui a voté pour, voilà, sur 577. Totalement historique dans l'histoire de la Ve République, contre 404 qui ont voté contre. Donc on voit là que c'est pas une marche qu'il faudra franchir pour réussir à faire adopter, mais un boulevard immense à traverser pour Sébastien Lecornu. Donc il y a plusieurs options qui se présentent. Toujours cette possibilité, comme l'année dernière, de présenter avant le 19 décembre une loi spéciale qui permettrait, en tout cas, le temps de se mettre d'accord, peut-être en début d'année prochaine, de prélever l'impôt et de ne pas être totalement paralysé. Mais oui, le plus dur reste à venir, avec quand même, et là aussi, je tiens à saluer un petit peu la méthode de Cornu, cette volonté qu'il a eue via des débats, vous savez, 50-1, c'est-à-dire ce sont des débats généraux dont les votes ne sont pas contraignants. De se dire, bon, il y a peut-être un certain nombre de fondamentaux sur lesquels le pays peut s'entendre. Il a fait un débat sur la défense mercredi. Il y aura un débat sur le narcotrafic la semaine prochaine. L'idée est aussi de recréer du moment parlementaire où on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre de priorités. Vous applaudissez l'un et l'autre cette culture du compromis, Blanche Léridon et Pascal Blanchard. Et Pascal Blanchard, cette culture du compromis, elle naît quand même sur une grande peur, sur une crainte, celle du retour aux urnes. Est-ce que dans la logique politique actuelle, celle du Parlement, c'est pas la logique qui s'imposerait plus naturellement, comme le dit par exemple Marine Le Pen ? Il faut des élections législatives. Moi, je trouve que Renaud Dely, vous simplifiez un peu la chose dans le sens où tout député, par rapport aux dates habituelles, a toujours peur du retour aux urnes par rapport à un contexte politique tendu. Là, c'est pour ça qu'ils se sont mis d'accord, quand même. C'est pour éviter de... Mais bien entendu, mais ce n'est pas non plus la seule raison qui explique ce vote. Bien entendu qu'il y a cet élément-là. Bien entendu qu'ils savent très bien, pour la plupart, que s'ils partaient à la campagne, vu le poids du Rassemblement national en ce moment, et vu les disunions à gauche, il y aura un énorme risque électoral. Vous avez raison là-dessus. Mais je pense que ce serait une erreur de ne regarder qu'à travers ce prisme-là, ce qui vient de se faire. Arrêtons de continuer en permanence à nous flageller, alors qu'on regarde quand les Allemands, les Belges, d'autres pays arrivent à avoir des compromis, on applaudit, et quand ça arrive en France, on ne cherche que la petite bête pour dire « oui, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt électoral ?» Bah oui, il y en a un peu, mais il n'y a pas que ça. Merci Pascal, ne vous flagellez pas, épargnez-nous ce spectacle. Merci, un dessin de Marie Morel. Le PS aussi se recentre sur ses valeurs, oui, très au centre. Merci Marie. Frédéric, votre duel de la semaine, il oppose deux géants américains de l'industrie du divertissement qui se disputent une même proie. Oui, Renaud, à ma gauche, Netflix et ses 300 millions d'abonnés dans le monde, le pionnier du film à la demande par Internet, ce qu'on appelle le streaming, petite boîte californienne, devenue l'un des géants mondiaux du divertissement. À ma droite, le groupe Paramount, ses studios de cinéma et ses dizaines de chaînes de télévision, dont CBS et MTV. Voilà donc deux ogres de l'audiovisuel qui lorgnent sur la même proie, la société Warner. On navigue ici entre les gros sous, la culture et la politique. Warner, c'est l'un des plus vieux studios d'Hollywood, fondé il y a un siècle, catalogue très prestigieux, cela va des classiques comme Casablanca jusqu'aux séries à succès, Friends, Game of Thrones, en passant par les sagas Harry Potter et Matrix, bref, des contenus ultra populaires et lucratifs que Netflix aimerait bien s'adjuger, 70 milliards d'euros sur la table. Ces 70 milliards, c'est aussi le prix de la revanche. Parce que Netflix a longtemps été méprisé par Hollywood. Il y a 15 ans, quand on a interrogé le patron de Time Warner pour savoir si Netflix représentait une menace pour lui, voilà ce qu'il a répondu. C'est comme si vous me demandiez
Est-ce que l'armée albanaise risque d'envahir le monde? Je ne crois pas. Non. Preuve qu'il ne faut jamais sous-estimer l'armée albanaise. Attention, pour l'instant, Netflix est favori pour racheter Warner, mais Paramount n'a pas dit son dernier mot et dégaine les gros moyens, près de 20 milliards de plus que son concurrent. Look, we're sitting on Wall Street where cash is still king. We are offering shareholders $17.6 billion more cash than the deal they currently have signed up with Netflix. And we believe when they see what is currently in our offer, that's what they'll vote for. Alors, il n'est pas seulement question d'argent, ce dossier est aussi très politique. L'homme que vous venez de voir, David Ellison, c'est le fils d'un multimilliardaire, Larry Ellison, qui est aussi un donateur et un ami de Donald Trump. Alors, est-ce qu'il faut voir la main du président américain derrière cette contre-offensive pour écarter Netflix, sachant que Netflix, son fondateur, c'est un mécène du Parti démocrate et de Joe Biden. Dans ce dossier, il y a aussi l'enjeu de la chaîne d'information CNN qui appartient actuellement à Warner, CNN que Donald Trump juge hostile à sa politique. Any deal should be guaranteed and certain that CNN is part of it. But I don't think the people that are running that company right now and running CNN, which is a very dishonest group of people, I don't think that should be allowed to continue. I think CNN should be sold along with everything else. Voilà, Donald Trump qui s'implique dans ce dossier. Autre indice de l'implication du camp Trump, son gendre, l'homme d'affaires Jared Kushner. Il a rejoint l'offre de Paramount. Il mobilise son fonds d'investissement et ses relations au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats, qui mettent la main au portefeuille pour aider Paramount à avaler Warner. Officiellement, c'est juste un investissement financier, bien sûr, mais ça résonne comme un service rendu au président américain. Blanche Leridon, acheter un studio de production, c'est acheter de l'influence. Évidemment, et là on voit bien à quel point Trump essaie d'avoir une influence bien au-delà des prérogatives présidentielles qui sont les leurs. Vous l'avez dit, quelle est la différence entre l'offre de Netflix et celle de Paramount? C'est que Paramount veut acheter l'ensemble de Warner Bros. Discovery, là où Netflix se contenterait des studios de cinéma. Et donc dans cet ensemble, voilà, il y aurait aussi CNN, dont on sait, vous l'avez très bien dit, que c'est une chaîne que le président américain ne tient pas dans son cœur et au sein de laquelle il pourrait avoir des envies d'ingérence. Alors tout ça, évidemment, n'est pas affirmé, en tout cas pas pour le moment, et on verra notamment comment la justice américaine peut se prononcer sur ce type de vente-là. Mais oui, on voit, c'est encore une preuve de l'extension du désir d'influence de Trump, y compris dans les médias. Et plus globalement, Pascal Blanchard, de plus en plus des grands groupes, des concentrations qui s'opèrent, des oligopoles, comme on dit, quand il y a très peu d'acteurs. Le risque, c'est aussi que le futur géant qui va naître augmente ses prix d'abonnement pour le consommateur américain, moins de concurrence, des factures plus chères. C'est une évidence. Mais là, en plus, vous avez la fusion quand même d'un monde particulier, puisque c'est un monde qui veut faire disparaître le monde du cinéma, qui va racheter le monde du cinéma. On a quelque chose de très paradoxal, mais ça correspond aussi aux mutations des futurs modes de consommation, vous avez raison, puisque Netflix revendique l'idée que nous n'irons plus voir demain des films en salle et qu'on les verra tous à la maison. Donc ils veulent à la fois le monopole de ce qui peut être vu et le monopole de la vente de ce qui peut être vu. Vous avez raison, il y a un risque. En fait, on est en train de croiser un risque politique, avec un Netflix pro-démocrate, avec un risque, quelque part, de monopole, qui donc, quelque part, va avoir un coût, mais derrière ça aussi, d'avoir aussi des maps-mondes, quelque part, qui fabriqueront une image monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est en train de parler quand même d'une alliance qui va devenir peut-être le premier à fabriquer de l'image pour demain et qui contrôlera les images d'hier. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'on retrouve ces monopoles, tant décrits à une époque, qui vont devenir et qui vont imposer notre regard sur le monde. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? C'est peut-être l'histoire du cinéma qui fusionne avec l'histoire de l'image de demain en diffusion télévision. D'une certaine manière, des monopoles qui n'auront plus de concurrents. Enfin, tout ça dépend quand même, Pascal Blanchard, des choix du directeur des programmes, n'est-ce pas, Marie? Oui, tout à fait. Trump s'intéresse au dossier. Il a déjà en tête toute une liste de nouvelles séries. No Sex Education, White Mirror, Not Desperate Tradwives et Emily Kidd Paris. Merci Marie Morel. C'est l'heure maintenant de la une internationale. C'était hier à la une du Wall Street Journal. La chef de l'opposition a fui le Venezuela pour la Norvège par la terre, la mer et l'air. Opposante au président Maduro, Maria Corina Machado a réussi à sortir de son pays dans des conditions rocambolesques, déguisée, coiffée d'une perruque pour rejoindre Oslo. Elle y est arrivée au lendemain de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix qu'elle a obtenu. Après cette première apparition publique depuis 11 mois, elle assure vouloir rentrer bientôt dans son pays, au Venezuela, malgré les risques. Auréolée du prix Nobel et de cette fuite aventureuse, est-ce qu'elle peut incarner, Pierre Jacquemin, la transition démocratique au Venezuela?
En tout cas, elle y prétend. Elle a été empêchée de se présenter à l'élection présidentielle l'année dernière. On ne peut pas dire que les conditions démocratiques soient les plus optimales au Venezuela. La mise en scène un peu médiatique, politique, géopolitique, je ne sais pas comment le qualifier. C'est vrai qu'on interroge quand même sur cette manière dont elle a franchi je ne sais pas combien de barrages avec une perruque, puis dans une barque, puis récupérée par les Américains. Dizaines de barrages, je crois. Incroyable. Donc il y a quand même une mise en scène quand même très hollywoodienne presque. Ouais. Vous voyez un peu la main de l'Amérique? Je pense que... Elle le reconnaît elle-même. D'abord, elle dédie son prix Nobel à Donald Trump. Elle n'a jamais caché ses sympathies pour Donald Trump. Donc oui, elle veut incarner l'opposition de Maduro et elle veut sans doute prendre la place de Maduro. Je trouve qu'il y a là quand même un problème d'ingérence, y compris d'ailleurs du Nobel qui a demandé à ce que Maduro se retire par lui-même, etc. Des sociétés occidentales qui voient aussi le Venezuela d'un œil différent de ce que l'on vit chez nous. Il y a certes un problème démocratique, mais il faut que la démocratie se passe. Il a été élu l'année dernière. Je pense qu'elle a toutes les bonnes raisons du monde d'incarner une opposition. Il faut que les États-Unis laissent... Oui, mais il faut que quand même... Oui, si elle peut se présenter, vous avez raison, mais il faut surtout que les États-Unis commencent à laisser tranquille un tout petit peu le Venezuela aussi. Mais justement, Blanche Le Ridon, les États-Unis ont refusé de dire justement jusqu'à présent comment ils ont aidé cette prix Nobel à sortir de son pays pour aller recevoir le prix. Ils refusent aussi d'admettre, Donald Trump, que l'objectif c'est un changement de régime à Caracas. Pourquoi il ne l'affiche pas plus concrètement ? On voit que sans avoir besoin de le verbaliser de cette façon-là, le contexte en ce moment est quand même très significatif. Encore hier, le département du Trésor aux États-Unis a infligé toute une série de sanctions sur des neveux de Maduro et sur un certain nombre d'entreprises, notamment pétrolières. Donc on voit qu'il y a quand même une tension qui est très exacerbée et je crois que l'objet, la finalité, elle est totalement transparente. Et encore une fois, on sait que Trump a beaucoup soutenu la prix Nobel de la paix. D'ailleurs, c'était une forme, on l'a beaucoup dit, de prix Nobel par procuration qui lui était donnée dans ce cadre-là, lui qui aurait tellement voulu l'avoir pour sa propre action. Donc tout ça, finalement, est un peu un jeu de dupes, mais on sait très bien quelles sont les finalités qui sont derrière. Et en même temps, Pascal Blanchard, si les États-Unis revendiquaient leur volonté officiellement de renverser le régime au Venezuela, ce serait le meilleur moyen de renforcer Maduro, justement, par... anti-américanisme. Exactement, parce que s'il reste au moins une chose au Venezuela qui est certain, c'est qu'il y a quand même un anti-américanisme prononcé dans la culture au Venezuela. On ne va pas refaire l'histoire des 20 dernières années. Donc il y a un risque, donc c'est un genre de double jeu. D'un côté, on envoie des signes, de l'autre côté, on n'intervient pas directement, on maintient la peur. En gros, on veut changer un régime sans dire qu'on veut changer un régime. On a déjà désigné la successeuse sans dire qu'on a désigné la successeuse. Les Américains jouent un double jeu dans cette affaire. En même temps, c'est la grande théorie américaine qui, depuis 2 siècles, a décidé que le continent américain était le sien. Un dessin de Marie Morel. Et Machado a pu rejoindre le Monde Libre et tous ses amis d'extrême droite. Madame, votre vol pour Oslo vous attend. Merci Marie Morel. Frédéric, une autre actualité de la semaine, justement, on en parlait à l'instant, mais là, c'est le grand cri de haine de ce même Donald Trump envers l'Europe. L'Europe en déclin, assène Donald Trump, à cause, je cite, de sa politique migratoire désastreuse. Dans un entretien accordé aux médias Politico, le président américain déplore de voir Londres, Stockholm et Paris changer sous l'effet de l'immigration, dit-il. Il juge les dirigeants européens faibles et politiquement corrects. L'administration Trump voit un risque d'effacement civilisationnel. C'était dans un document publié cette semaine. Pierre Jacquemin, comment vous interprétez-vous cette charge du président américain contre l'Europe, qui est plus sévère contre l'Europe que contre la Russie ou la Chine? Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qui lie Donald Trump à Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dans une bataille, dans une guerre civilisationnelle, c'est-à-dire qu'ils jugent l'Europe complètement décadente, qui renie ses origines catho et ses origines, ce qui fait la chair de l'Europe, ce qui fait la chair des États comme la France. Et donc, du coup, oui, il survole, il fait il mène une campagne qui a été la campagne qu'il a menée aux États-Unis, qui est une campagne quand même clairement contre le droit international, contre la démocratie. On voit bien qu'il a quand même de moins en moins de sympathie pour ce qu'est la démocratie. Donc oui, la bataille contre l'Europe, c'est une bataille civilisationnelle parce qu'on serait décadent, parce qu'on accueillerait des migrants, alors que c'est faux. Enfin, je veux dire, l'Union européenne elle-même a fait de ses priorités, a fait de la politique anti-migrants, de fermeture de ses frontières, une priorité absolue. Donc, je veux dire, l'objectif politique de l'Union européenne converge avec les objectifs de Donald Trump, qui est de stopper l'immigration qu'il considère totalement illégale et même légale. On voit même que lui-même il cherche à fermer ses frontières, y compris
pour les étrangers légaux. Donc c'est clairement une bataille civilisationnelle. Blanche Loridon, pourquoi ce crachat maintenant au visage des Européens ? Alors, c'est lié à la publication, vous l'avez dit, de ce document, la stratégie de sécurité nationale américaine, qui est toujours très scrutée. Si vous lisez l'intitulé de la partie qui nous est consacrée, c'est « Promouvoir la grandeur de l'Europe ». Et d'ailleurs, le président le dit, l'Europe reste stratégiquement et culturellement vitale pour les États-Unis. Mais ensuite, c'est une charge absolument impossible, comme celle que vous venez de décrire, qui est développée. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt vital, selon eux, mais à ce que l'Europe reste dans une espèce de civilisation occidentale fantasmée telle qu'elle est dans l'esprit de Donald Trump et de beaucoup de la sphère MAGA aujourd'hui. Et bien justement, la parole à la défense, en l'occurrence à l'Europe. Oui, et quelle réponse de la part de l'Europe ? Ça a été un assez grand silence de la part des dirigeants des 27, exception Friedrich Merz, le chancelier allemand. Manches darin ist verständlich, manches darin ist für uns aus der europäischen Sicht inakzeptabel. Dass die Amerikaner nun die Demokratie in Europa retten wollen, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Dass, wenn sie zu retten wäre, das würden wir schon alleine hinbekommen. Voilà, inacceptable, dit le chancelier allemand. Pascal Blanchard, ça contraste avec le silence, par exemple, d'Emmanuel Macron. Pourquoi ce silence ? C'est pour éviter l'escalade avec Donald Trump ? On a bien compris qu'on est rentré dans une guerre purement idéologique et symbolique. C'est pas neuf. Dans les années 20, il y a eu à peu près la même situation. Une Amérique qui s'est retirée, rappelez-vous, de la SDN, qui s'est retirée de l'Europe, qui a eu des politiques migratoires qui ont fermé les frontières, et qui a commencé à expliquer à l'Europe que l'Europe partait dans une mauvaise direction. En gros, elle perdait sa blanchitude. Elle acceptait de se mélanger avec des peuples de couleur. Il y a même un livre qui est sorti à l'époque sur le grand déclin de l'Occident, de ce mélange des flots montants des peuples de couleur. C'est exactement ce qui se passe. Donc vous avez deux solutions. Soit vous affrontez l'Amérique de manière très idéologique là-dessus. Et donc vous le savez, ça va mal finir parce que c'est le sujet central du Trumpisme aujourd'hui. Une Amérique blanche. On ne parle pas d'autre chose. Tout converge vers ça aujourd'hui. Et c'est devenu le cœur de l'idéologie de Trump. Et ça va être le cœur de la campagne l'année prochaine. Donc soit se confronter, soit... Si vous allez là-dessus, vous rentrez dans une guerre frontale, idéologique. Et l'Europe sent bien que le débat est en tension, avec en plus le débat sur l'Ukraine derrière, avec ce qui se passe derrière. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut rentrer en guerre ? Déjà, on a une guerre avec l'Ukraine, on a une guerre économique avec l'Amérique. Est-ce qu'il faut rentrer aussi dans une guerre purement idéologique, racialiste ? Parce que l'Amérique blanche est en train de faire une leçon à l'Europe qui, soi-disant, perdrait pas simplement ses origines. Ça, à mon avis, le silence des Européens, bien sûr, il y a l'Ukraine, bien sûr, bien sûr. Partie due à l'Ukraine, et on ne veut surtout pas froisser l'allié américain dans un moment absolument clé sur une négociation de paix en Ukraine. Natacha. Sur le volet idéologique, Pierre Jacquemin, parce que le seul dirigeant européen que Trump considère comme un modèle, c'est Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, qui est peut-être le plus illibéral des dirigeants européens. Ça dit bien aussi qu'il y a un volet très idéologique qui est en jeu en ce moment. Il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a une bataille idéologique, une bataille culturelle aussi. C'est-à-dire que quand il s'adresse effectivement à ses alliés que sont la Hongrie, il s'adresse aussi à Mélanie, mais il s'adresse aussi intérieurement à la France. Quand, je veux dire, il reprend à son compte la théorie du grand remplacement qui a été développée par Zemmour. En Angleterre, il s'en prend au Premier ministre, il s'en prend au maire de Londres. Enfin, je veux dire, il s'en prend justement à tout ce que lui ne considère pas être comme étant appartenir à l'histoire de l'Union européenne, à l'histoire des pays qu'il cible. Donc, il est en train d'aider et de favoriser les extrêmes droites, les régimes illibéraux à s'installer. C'est son souhait que devienne l'Union européenne. Justement, jusqu'où, Blanche Loridon, il va y avoir une série d'échéances électorales dans les grands pays européens dans les années qui viennent. Donald Trump ne cache pas son souhait de voir triompher les partis d'extrême droite, on va dire. Est-ce que ça veut dire qu'il va faire campagne pour Nigel Farage au Royaume-Uni, de nouveau pour la AfD en Allemagne, et puis pour Jordan Bardella, peut-être en France d'ailleurs, Jordan Bardella qui vient de dire, je le cite, qu'il se sent dans l'ensemble, c'était une interview à la BBC, dans l'ensemble d'accord avec l'analyse que Donald Trump fait de l'évolution de l'Europe. Alors le premier test, et ça rejoint le début de votre question, ça va être les élections en Hongrie. Viktor Orban se représente pour la 5e fois ou 6e fois. Il y a peu de suspense que Donald Trump le soutienne de façon assez... Oui, mais il y a un énorme suspense sur l'issue de ce résultat. Est-ce que ça va marcher ? Pour la première fois depuis des décennies, vous avez Peter Magyar, qui est cet ancien du Fidesz, qui, dans les sondages, en tout cas aujourd'hui, devancerait Viktor Orban. Et déjà, il a beaucoup progressé lors des élections européennes de 2024. Donc oui, ça va être un test. Après, attention, souvenez-vous, quand Musk a soutenu Alice Weidel pendant les élections législatives en Allemagne, ça n'a pas... allemande de la de l'AfD, il n'y a pas eu... Elle était déjà très haut, il n'y a pas eu un infléchissement particulier de sa courbe de popularité. Ça n'a pas fonctionné en Roumanie non plus. La Roumanie, oui, mais la Roumanie, justement, c'est un très bon exemple du risque qu'on peut voir, parce que ça a failli, pour un candidat qui n'existait pas quelques mois avant l'élection, être une victoire à un moment, et avec une alliance des Russes
et des Américains. Donc, mais attention. ça a sapé toute la confiance dans le système Non, c'est vrai. démocratique dans le pays. Donc, en fait, personne n'en est sorti gagnant, malheureusement. Donc oui. Alors, sur Bardella, on n'est pas sûr non plus que Bardella soit le candidat de Trump. Est-ce que ce ne sera pas plutôt Sarah Knafo et Éric Zemmour? On sait que le camp trumpiste avait eu des mots assez durs pour Jordan Bardella, qu'il avait jugé timoré, petit garçon. Ça a l'air d'aller mieux, Je visiblement. ne sais plus. Oui, mais il faut encore, à mon avis, qu'il fasse preuve. Donc tout ça, moi, c'est attention, cette mouvance des droites réactionnaires dans le monde est quand même très hétérogène et surtout très changeante. Et donc les changements d'alliance... Pluriel, en quelque sorte. Les droites réactionnelles, pluriel. Bien sûr. Et donc rien n'est écrit. Un dessin de Marie Morel. Et oui, Trump insulte l'Europe, mais comment ça, on va tout de même pas s'abaisser à son niveau? Sale conne! Ah ben. Merci Marie. Et bien justement, Natacha, voici maintenant votre point com de la semaine, Natacha. Et ce soir, ce sont les mots d'une première dame qui font polémique. Oui, tout commence avec une vidéo où l'on voit Brigitte Macron au théâtre pour le spectacle d'Harry Habitant, humoriste accusé de viol en 2021. La veille, sa représentation avait été perturbée par des militantes du collectif Nous Toutes. Alors dans la vidéo, il se confie, il dit avoir peur. Brigitte Macron lui répond alors « S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors, surtout des bandits masqués ». Alors ces propos déclenchent un immense tollé. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Salconne est massivement repris en signe de solidarité avec les militantes féministes. « Je suis une salconne et fière de l'être », peut-on lire sur les comptes de Marion Cotillard, Judith Godrèche ou Camélia Jordana. Et cette vague de soutien continue aussi dans la rue avec les colleuses. Et puis aussi, on voit cette polémique qui enfle même à l'international. Le Guardian, le New York Times et El País qui s'en font l'écho. Quelles sont les raisons du scandale, Natacha? D'abord, l'insulte sexiste. Le Gorafi ne s'y est pas trompé. Brigitte Macron regrette d'avoir traité de salconnes ces bandits masqués fémino-hystériques. Des responsables politiques de tous bords ont condamné ces mots. François Hollande y voit un problème de vulgarité. L'humoriste Alice Desyeux y propose une alternative. Ne dis pas sale conne présidentielle mais vulgaire. Dis plutôt ville godichonne. Oyez, je suis Anne-Marie de Saint-Chypre et j'organise des stages de récupération de points sur le permis de l'élégance. Voilà, bon, c'est pas un problème de vocabulaire, cette affaire. Ce qui choque, c'est la contradiction politique, comme le souligne ce tweet. Gérard Depardieu, qui fait la fierté de la France, Emmanuel Macron, s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Brigitte Macron par le couple qui avait fait des violences faites aux femmes une grande cause nationale. Pour Coco, habituée de ce plateau, elle a donc représenté un couple présidentiel très viriliste, au mollo, avec ses grosses emmerdeuses. Alors, autre grief, soutenir un artiste accusé de viol, même si la justice a prononcé un non-lieu, c'est perçu comme un mépris envers les victimes de violences sexuelles. Les militantes rappellent qu'un non-lieu, ça ne signifie pas l'innocence, que les juges ont reconnu le stress post-traumatique de la victime d'Harry Habitant. Celle-ci s'est d'ailleurs exprimée pour la première fois publiquement. Entendre aujourd'hui les paroles blessantes prononcées par la Première Dame, censée œuvrer pour la cause des femmes, me fait me sentir abandonnée. Et du côté de la défense de Brigitte Macron? L'argument avancé, c'est que ces propos ont été tenus dans un cadre privé qui ne devait pas être rendu public. Du côté des soutiens politiques, Bruno Retailleau, chef des Républicains, déclare « Oh, il y en a marre de ces gens qui interrompent des spectacles, il y a une forme d'agression ». Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, ajoute qu'on laisse Brigitte Macron tranquille. Et l'entourage de la femme du président, lui, assure qu'il ne s'agissait que d'une critique de la méthode radicale employée par les militantes. Alors, le comble dans cette affaire, c'est que cette vidéo a été transmise à la presse People par erreur, par Best Image, l'agence dirigée par Mimi Marchand, grande amie de Brigitte Macron. La séquence a ensuite rapidement été supprimée des plateformes. Alors, Pascal Blanchard, le souci dans cette affaire, c'est le hiatus finalement entre la parole publique et la parole privée. Oui, enfin, maintenant, on sait que la parole, il n'y a plus de frontières. Je veux dire, par définition, aujourd'hui, on se demande même comment quelqu'un, dans un espace public, alors qu'il sait qu'il est filmé, peut en même temps ne pas faire attention à ce qu'il va dire. Enfin, on est quand même sidéré. Non, bien sûr, on franchit Bonnard-Angon, mais tout le monde le sait. Nous n'avons plus de parole privée, ça n'existe plus dans un lieu de ce type-là. Donc on est même sidéré que ça arrive. Vous l'avez dit, ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce soit dans les réseaux proches de l'Élysée que la formation a été diffusée. Ce qui m'a totalement le plus sidéré, c'est qu'il n'y a plus de maîtrise de ça. Il n'y a plus de maîtrise de ce qui peut arriver. Et là, on se rend compte que, où est la frontière ? Qu'à ce niveau-là politique, il n'y ait pas justement une vigilance absolue dans un lieu public, moi, ça me sidère en 2025. Blanche Leridon, est-ce que la défense du clan de Brigitte Macron sur justement la radicalité de cette méthode, c'est quelque chose d'entendable ?
Non, pour moi, il faudrait maintenant s'excuser. On est quand même dans un moment. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Il faudrait, c'est tout simple. Peut-être ça pourrait clôturer cette polémique-là. En plus, rien ne va dans cette séquence. On est quand même dans un moment extrêmement difficile pour le secteur associatif et a fortiori les secteurs qui s'occupent des violences faites aux femmes. Il y a près d'1 million, je crois, de coupes budgétaires pour les associations qui sont prévues dans le projet de loi de finances pour 2026. Le 25 novembre, on avait encore des grandes manifestations pour lutter contre les féminicides, la violence faite aux femmes. Donc voilà, il y a un moment où, et vous avez dit les mots, c'est pas ça qui est important, mais si, ce mot-là, ça banalise, ça crédibilise toute la violence qui peut être faite envers les mouvements féministes. Donc quand on est une première dame, on ne doit évidemment pas dire ça. Mais ce qui est incroyable, c'est la défense de Brigitte Macron. C'est-à-dire que sur tous les plateaux de télé, les politiques, des acteurs sociaux ont répondu à cette polémique en disant qu'il avait bénéficié d'un non-lieu. Et vous l'avez rappelé, ce qui est quand même dingue, c'est aussi vite... Un non-lieu aussi. Un non-lieu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable. Si, non, ça veut dire qu'il n'est pas innocenté par la justice. Poursuivi. Il est innocent aux yeux de la justice. Il y a quand même des griefs qui sont quand même dans le dossier d'Harry Habitant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable, je veux dire. Et c'est ça qui est problématique, c'est-à-dire de se remettre, d'accuser les féministes de ne pas entendre la décision de la justice, c'est quand même un problème. Il y a 90% des plaintes aujourd'hui pour viol qui finissent soit en non-lieu, soit en classement sans suite. Donc il faut quand même entendre qu'il y a aussi un problème de justice. On ne peut pas juste balayer d'un revers de main l'histoire d'Harry Habitant en disant... Ça, c'est la loi qu'il faut changer. Comment ? C'est peut-être la loi qu'il faut changer. Il faut changer la loi, bien sûr, il faut changer, mais notre regard aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste balayer d'un revers de main une histoire de justice en disant il y a eu non-lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable. Dessin de Marie Morel. Eh ben, je suis peut-être une sale conne, mais du haut de mes 39 ans, ça ne me viendrait pas à l'esprit de me taper un gamin de 15 ans. Alors, vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Pascal Blanchard, donc un autre sujet. Et vous avez choisi ce coup d'État, cette tentative de coup d'État au Bénin, coup d'État qui a échoué. Regardez bien les affiches parce qu'elles marquent quelque chose. On se doute bien qu'elles n'ont pas été fabriquées à la maison directement. Non, mais c'est très important à dire. Hein. On voit bien que là, on a quelque chose qui est de la communication. Ces affiches, elles ont été, on peut même imaginer qu'il y a une agence derrière qui a sorti des choses et qui nous a fait des très jolies pancartes avec de très jolis éléments. Pourquoi ? Parce que derrière cette tentative de coup d'État, qui a échoué, je le rappelle, il y a eu tout un jeu dans la région d'influence du Nigeria, de la France, des pays comme le Burkina ou le Mali. Chacun a joué sa carte pour savoir si le Bénin devait basculer d'un côté ou de l'autre. Et en fait, il y a eu un jeu de manipulation des médias, de manipulation de l'opinion, manipulation du fait pour soit rétablir l'ordre en place, soit soutenir les mutins. Et c'est intéressant à voir. En gros, depuis 2020, il y a plusieurs coups d'État dans la région qui sont succédés. Là, il y a une intervention de certains pays de la région contre d'autres. Sans aucun doute, l'intervention aussi de la France pour maintenir le pouvoir en place, pour empêcher ce coup d'État et cette suite. Ça veut dire que d'un seul coup, il y a aujourd'hui une prise d'intérêt aussi, et c'est un enjeu politique qui dépasse largement l'histoire du Bénin, de voir toute cette zone de l'Afrique basculer dans l'anarchie et dans les régimes dictatoriaux, ou de rester dans l'espace démocratique. Merci Pascal. On va enchaîner avec votre photo, Pierre Jacquemin. Il s'agit d'une photo de Nicolas Sarkozy, très entouré. Rappelons qu'il entame une tournée de dédicace de l'ouvrage qu'il a écrit à l'issue de ses 3 semaines de détention. Oui. Journal d'un prisonnier. Journal d'un prisonnier que je trouve sur la forme assez indécent, c'est-à-dire que on connaît tous les conditions de détention des détenus français aujourd'hui. La France est multicondamnée sur les conditions de détention et c'est vrai que derrière aujourd'hui cette promotion, une proposition très active dans les médias d'ailleurs, il n'y a pas une matinale aujourd'hui de France où l'invité politique n'est pas interrogé sur savoir s'il va lire le livre de Nicolas Sarkozy comme si c'était un livre extraordinaire à lire. Derrière tout ça, il y a quand même des visées politiques ou des faits de la politique, clairement. C'est-à-dire qu'il ne parle pas des conditions de vie des détenus, ce qu'il aurait pu d'ailleurs faire. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'il va parler de tout ça. Il a quand même bénéficié d'un statut quand même privilégié à la prison. Donc il y a une forme d'indécence aujourd'hui à utiliser politiquement ça, sans parler des victimes, des familles de victimes de l'attentat. De l'attentat du décédiste, qui aujourd'hui ne sont pas très contentes de la promotion de ce livre. Mais moi, ce que je trouve, c'est surtout le relais médiatique qui bénéficie de Nicolas Sarkozy me stupéfait et je trouve ça franchement indécent. Merci Pierre. Et on va finir avec votre photo, Blanche Loridon. Il s'agit donc de la remise du prix Louis Leduc à Afsia Hersi. Donc c'est une grande
récompense cinématographique, l'équivalent du Goncourt, pour son film La Petite Dernière. Exactement. Moi, j'ai voulu choisir j'ai voulu choisir une photo réjouissante cette semaine. Et donc, c'est, vous l'avez dit, Afsia Herzi qui a remporté le prix Louis Deluc 2025 pour son 3e long métrage, La Petite Dernière. Souvenez-vous, à Cannes, déjà, le film avait été salué par la critique et l'actrice principale avait obtenu le prix d'interprétation féminine. C'est une adaptation d'un livre, un livre de Fatima Das qui s'appelait La Petite Dernière. Moi, il s'avère, vous le savez, j'ai écrit un livre sur les fratries de sœurs. Et ce livre m'a énormément plu et marqué parce qu'il vient balayer, chambouler, bousculer beaucoup de stéréotypes autour des jeunes filles et autour des fratries féminines, avec ce personnage de la petite dernière qui est souvent caricaturé, malmené. Et j'ai adoré son traitement. Et je trouve ça formidable qu'une réalisatrice comme Afsia Herzi s'en soit emparée. Formidable, extrêmement touchant. Voilà. Un dessin de Marie Morel. Donc, Nicolas Sarkozy dédicace son nouveau livre sur son expérience en prison, mais on dirait que son éditeur a prévu de faire une longue saga. Merci Marie. Eh bien allez hop, on va embarquer maintenant tous à bord avec un immense navigateur couronné de succès sur tous les océans du globe. Si, c'est vous. Bonsoir Loïc Perron. Merci de nous rejoindre. Vous êtes une star de la voile. Vous êtes aussi un disciple de Michel Audiard, qui disait, on s'en souvient, c'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Vous avez besoin de faire des livres. Vous avez quelques phrases sur le papier. Voilà, il y en a quelques-unes en effet. Et vous avez envie en fait de partager ces aventures uniques que vous avez vécues sur toutes les mers du globe. Souvent tout seul, et puis toujours sans public. Il n'y a jamais personne, évidemment. Enfin, en tout cas, il y a des poissons et autres, mais sans public humain, on va dire. C'est donc votre dictionnaire amoureux illustré de la voile, chez Plomb et Grunt. Et évidemment, ce dictionnaire commence par la lettre A, comme arrivée. Et vous dites que l'arrivée, c'est pour vous le moment le plus pénible. C'est-à-dire le moment où on pose le pied sur le quai, où on descend du bateau. C'est vraiment un déchirement pour un marin. Pas toujours, il faut un peu exagérer surtout. Force de trait quand on écrit. Je suis naïf, j'ai cru ce que j'avais lu. Oui, il ne faut jamais croire tout ce qu'on lit, ça vous le savez ici. Mais il est vrai qu'une arrivée d'une transat ou d'un tour du monde, d'une course qui a été un peu médiatisée, il y a eu pas mal de choses. Une arrivée en croisière, c'est du bonheur, évidemment. Une arrivée en course, c'est souvent un dénouement, mais c'est aussi la fin de quelque chose. C'est la fin d'un voyage, c'est la fin d'une aventure qui n'a pas seulement démarré le jour d'un départ, ça a démarré des années avant, à remplir des pages blanches, à rêver, à imaginer. Et c'est aussi un moment un peu frustrant parce qu'on ne peut pas partager ce moment ou ces moments vécus avec une famille directement parce qu'il y a d'autres sollicitations justifiées par les investissements qu'on nous confie. Donc tout ça fait que c'est pas toujours drôle. Quelle a été votre course la plus difficile ? Je crois que la Route du Rhum 2002 a été haute en couleur pour faire dans la litote, c'est ça ? Alors haute en couleur parce que j'ai encore perdu un bateau. Oui. Vous en avez perdu souvent ? Oui. Non, c'est le seul, vraiment. C'est la seule perte totale. Une fortune de mer. Une tempête. La Route du Rhum 2002, une tempête. Il y a beaucoup de bateaux au départ, comme toutes les routes du Rhum de Saint-Malo, vous savez, tous les 4 ans depuis 1978. Et là, tous les favoris sont en multicoque, en trimaran, comme celui-ci, celui que vous avez à l'image, mais beaucoup plus grand, des bateaux de 18 mètres. Et sur, je crois, 18 concurrents de cette catégorie, il n'y a que 2 survivants, globalement. Beaucoup de bateaux vont chavirer. Moi-même, qui n'ai jamais chaviré, je touche du bois, vous n'êtes pas en bois, mais c'est pas loin. Mais mon bateau explose. Un flotteur explose avec une vague énorme. Au large, pas très loin, on est 4 jours après le départ, au large de l'Espagne, pendant une grosse tempête, pendant laquelle un autre pétrolier va se casser en deux, d'ailleurs. Et puis, je me retrouve dans une épave en train de flotter, en train, et surtout soulagé, parce que bizarrement, ce sont des Formule 1, vous savez, ce sont des bateaux qui vont très vite, très bruyants, extrêmement stressants. Et quand on démate, ça veut dire qu'on casse un moteur, ou quand on coule à moitié, on n'avance plus, donc on est soulagé, on peut enfin dormir. C'est un paradoxe étonnant. Donc le premier sommeil sur une épave est vraiment très réparateur. Et après, vous vous accrochez... Alors je me retrouve accroché à un cargo russe, d'ailleurs, qui nous rend service de temps en temps, comme quoi. Et je me suis retrouvé, vraiment tiré par des moudjiks qui me tiraient le filet, parce que j'avais aucune force pour monter. C'était assez épique. Natacha. Vous avez traversé l'Atlantique 50 fois 40 ans. Après 50, j'ai arrêté de compter. Mais alors, vous en avez plus envie, c'est bon signe ? Non, au contraire, j'ai toujours envie, mais plutôt en famille, si possible. Depuis, j'ai retraversé. Mais là, je viens de refuser de traverser l'Atlantique en course sur un trimaran, mais en équipage. Vous évoquiez à l'instant aussi les progrès technologiques. Ce sont vraiment des Formule 1 des mers qui maintenant quasiment volent au-dessus de l'eau. D'ailleurs, mais vous avez éprouvé le besoin quand même de refaire une course à l'ancienne, j'allais dire, avec carte et sextant. J'avais envie de revivre le vertige de l'incertitude de mes premiers émois en mer. Ma première transat, je l'ai faite à 19 ans, sur un petit bateau grand comme la table, de 6,50 mètres. Ça s'appelle la mini transat. C'est pas l'Atlantique qui est mini, mais c'est le bateau qui est tout petit. Et là, à l'époque, c'est sextant, comme le capitaine Haddock. C'est la même chose, c'est-à-dire une incertitude absolue de là où on est. Lui, le capitaine Haddock faisait dire au Dupont, vous vous souvenez de ça, là, Allez-y.
Bachi Bouzou. Mais, messieurs, découvrez-vous, d'après mes calculs, nous sommes au beau milieu de la basilique Saint-Pierre de Rome. Voilà, le mystère des marins. Ils ne savent pas tout à fait où ils sont. Et donc, j'avais envie de revivre ça et surtout de rendre hommage au premier vainqueur de cette première route du Rhum. On voyait la photo tout à l'heure. 78, Mike Birch, qui était Mike Birch. Malinowski, battu par Mike Birch, à 98 secondes près. Et j'ai eu la chance de refaire ça aussi pour Tabarly, en hommage à Eric, sur l'autre bateau vainqueur de l'autre transat, la transat anglaise. Justement, vous rendez hommage à un certain nombre de grands navigateurs, dont Eric Tabarly, qu'on voit là à l'antenne. Regardez la tête. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a de particulier, Tabarly Lui, c'est notre premier, c'est notre numéro 1 dans tous les sens du terme. C'est à cause ou grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui, que la voile française inonde le monde maritime, vraiment, par les qualités de ses marins, par la fabrication des bateaux. On est les seuls chantiers à faire des bateaux qui volent sur l'eau, avoir des marins qui font des tours du monde en solitaire en moins de 40 jours. Enfin, c'est un truc de dingue. Et Eric est le premier. Il serre la main de Gaulle au Salon nautique en 64 au CNIT, à la Défense. Et depuis, la France s'est pris d'amour pour ses marins. Et, loin, je le dis souvent, on est loin des yeux, mais près des cœurs, grâce à lui. C'était le premier aussi à gagner 2 fois la transat anglaise. Alors, votre modestie vous interdit de le dire, donc je vais le faire. Je crois que vous êtes le premier à l'avoir gagné 3 fois. Merci de l'avoir précisé. Je vous en prie. Exactement. Merci à vous, en tout cas, Loïc Perron, d'être passé par le plateau du Club de 28 minutes. Voilà un très beau livre à offrir pour Noël. Par exemple, plus que 12 dodos pour Noël. Donc voilà, le dictionnaire amoureux illustré de la voile, c'est chez Plomb et Grunt. Merci beaucoup et bon vent, évidemment. Loïc Perron, c'est l'heure maintenant. Un dessin de Marie Morel. Ça a donné une idée de livre à Rotaillot, le dictionnaire amoureux du voile. J'ai fait toute ma carrière grâce à lui. Merci Marie. C'est l'heure maintenant de retrouver notre ami David Castelao-Lopez en vrai. Sur le plateau, le voici. Bonsoir David, bienvenue à vous. Chaque semaine, vous nous parlez d'un objet, vous posez des questions que pas grand monde, à part vous, ne le prenez pas mal, ne se pose. Vous y répondez de votre façon qui est parfois un tantinet déroutante, on va dire, peut-être absurde. C'est votre chronique, elle s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde des choses. À table, ce soir, David, vous allez nous causer protéines. Oui. Pendant longtemps, dans ma tête, le mot protéine, ça évoquait que 2 choses. 1, la viande, et 2, ces énormes pots de poudre avec des polices de caractère très viril comme ça, utilisées par les gens très très musclés pour devenir encore plus musclé. Et puis cet été, je suis allé aux États-Unis pour filmer des supermarchés et j'ai découvert un nouveau monde. Ceux qui suivent cette chronique, vous savez que j'y ai trouvé des choses étonnantes comme ces Oreos Selena Gomez et ce beurre en spray. Mais il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que ces supermarchés américains, ils sont surtout remplis de produits avec des protéines dedans. Et ces produits, c'est ni de la viande ni de la poudre de muscle, c'est des pop-corn aux protéines, de la confiture aux protéines, des céréales aux protéines, même de l'eau aux protéines. Il y en a partout des protéines. Et bien sûr, la question qui m'est venue à l'esprit, comme souvent, c'est « what the fuck ?» Question qu'on peut traduire en français par « pourquoi diable ?» Pourquoi diable the fuck les Américains sont soudainement obsédés par les protéines? Alors, pour essayer de l'expliquer, il faut d'abord que j'explique un peu c'est quoi les protéines. En gros, les choses qu'on mange, elles peuvent être divisées en 3 catégories qu'on appelle des macronutriments, plus connus chez les gens cool de la nutrition sous le nom de macros. C'est quoi tes macros? Fais gaffe à tes macros. Les macros, c'est 1, le sucre, 2, la graisse et 3, les protéines. Bon, le sucre et la graisse, ils ont mauvaise presse. On les soupçonne à juste titre parfois de provoquer le décès s'ils sont ingérés en trop grande quantité. Les protéines, en revanche, elles ont une réputation sympa. Alors les protéines, c'est essentiel pour tout le monde. Et d'après les spécialistes, si vous voulez devenir très musclé, c'est bien de manger un petit peu plus de protéines que la moyenne, d'où les gros bidons de poudre à muscles. Manger beaucoup de protéines, ça peut aussi aider un petit peu à perdre du poids, notamment parce qu'à calories égales, le sentiment de satiété est supérieur si vous mangez des protéines plutôt que de la graisse ou du sucre. Mais ce qu'on entend souvent aux États-Unis et aussi ailleurs, c'est qu'il faut manger le plus de protéines possible et qu'il suffit de rajouter des protéines dans un produit pour le rendre bon pour la santé. Ça, c'est juste frontalement pas vrai. Des chips aux protéines, comme par exemple celle que je tiens ici dans ma main, ça reste des chips, c'est pas de la salade verte. Reste qu'aujourd'hui, le public américain demande de plus en plus de protéines et donc toutes les entreprises de l'agroalimentaire sont
à fond dessus. Le truc, c'est que dans cette quête, elle se heurte à un problème majeur, c'est que quand vous ajoutez artificiellement des protéines dans un produit, ça a tendance à changer son goût, sa texture, ou même les deux. Il y a une entreprise, pourtant, qui pense avoir contribué à régler ce problème. Cette entreprise, elle s'appelle David, comme moi, et elle fabrique ces barres emballées dans du papier d'or. Ces barres, elles s'appellent David à cause du David de Michel-Ange. Genre, si tu manges une barre David, tu seras gaulé comme David. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, tu seras peut-être gaulé comme moi, mais pas comme lui. Dans les barres David, il y a 28 grammes de protéines. Alors, ça vous dit sans doute pas grand-chose comme ça, c'est énorme. Hein. C'est à peu près autant que dans un beefsteak, mais surtout, les barres David, elles utilisent un ingrédient qui s'appelle la glycérine propoxylée estérifiée, qui a les avantages de la graisse, à savoir, ça donne de l'onctuosité et du goût, sans les inconvénients de la graisse, à savoir les grosses calories. Plein de protéines, peu de calories et bon goût, ça fait rêver. Bon, j'ai goûté... C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, ça reste quand même vachement moins bon qu'un Snickers, mais il reste que c'est devenu la barre cool tendance aux États-Unis, notamment grâce aux influenceurs qui n'arrêtent pas d'en parler. Et généralement, quand une tendance se développe aux États-Unis, elle finit toujours par migrer en France. Il faut donc vous attendre à voir débarquer un jour ou l'autre non seulement des barres David, mais aussi des chips protéinés, et puis aussi de la pâte à pancakes protéinée, des céréales protéinées. Voilà, tout ça, c'est pour vous d'ailleurs. Oh, formidable, vous m'avez gâté, une fois de plus. Mais ça, c'est pas des chips David ou des pancakes David. C'est pas des chips, mais c'est des chips. moins bon alors. Ça, c'est des céréales, comme un petit peu comme des cornflakes, mais boostés aux protéines. Voilà. Merci beaucoup, David, de nous faire découvrir tout ça, quoi. Voilà. Et merci à tous, les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte pour 28 minutes samedi, son club international. Et comme toujours, on va se quitter en musique, évidemment, avec un clin d'œil à notre invité de la semaine, le navigateur Loïc Perron. Qui sait mieux que quiconque que, c'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur. Sur la mer, en furie, j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les